Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Blanchet, et vous êtes sur une chaîne dédiée à tous ceux qui veulent mieux connaître, entretenir et comprendre leur voiture. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, ici vous trouverez des conseils concrets, des explications claires et des astuces pour rouler en toute sérénité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout, regardez jusqu'à la fin, chaque minute peut vous éviter bien des galères. La première fois que j'ai rencontré une Alpine A110, ce n'était pas sur une route de montagne, ni dans un musée, ni même dans un livre. C'était dans un garage humide, quelque part près de Dieppe, un endroit qui sentait la vieille essence, la résine et la sueur froide, des objets qu'on a trop longtemps oubliés. Sous une bâche grise, une silhouette minuscule attendait. Et quand le propriétaire l'a tirée d'un geste sec, un nuage de poussière a jailli comme un soupir de caveau. La carrosserie en polyester avait ce brillant étrange des choses qui ne devraient pas survivre au temps. Et pourtant, elle était là. Il m'a tendu une clé. Une petite clé sans prestige, presque honteuse. J'ai tourné, rien. Une seconde. Puis le moteur a toussé. Pas un rugissement noble, non. Une quinte rauque. Un son d'animal malade. Comme si la voiture recrachait des années d'huile brûlée. L'odeur m'a pris à la gorge. Dégoût, oui. Et en même temps, un frisson d'excitation. Parce que j'étais en train de réveiller quelque chose qui n'avait pas le droit d'être aussi vivant. Et là, le propriétaire a lâché cette phrase, calme, presque indécente. Vous savez, ce petit truc-là a humilié des géants. Si vous êtes venu chercher l'histoire de l'Alpine A110 classique, vous êtes au bon endroit. Et si vous pensez déjà connaître la fin, restez, parce que cette histoire a été écrite avec des mains propres, puis salie volontairement, et c'est justement pour ça que la France en est tombée amoureuse. On peut parler d'une voiture comme d'un objet, une fiche technique, un nombre d'exemplaires, des dates. Mais l'Alpine A110 n'est pas née d'un tableau Excel, elle est née d'une faim. Une faim française, très particulière. Le besoin de vitesse quand on n'a pas les moyens. Le besoin d'élégance quand on sort d'année. Grise, le besoin de gagner quand on ne vous invite pas à la table des grands. Remontons un peu l'air du temps, début des années 60. La France a encore dans les poumons la poussière de l'après-guerre. Mais le pays se redresse. Les familles s'équipent, la route devient un théâtre populaire, les Renault 4CV, puis la Dauphine, remplissent les rues et les parkings. On veut des voitures simples, fiables, accessibles. Dans les cafés, on parle de vacances, de plein emploi, de modernité, mais dans un coin de ce décor optimiste, il y a une autre France, plus nerveuse, celle des cols, des rallyes, des petites routes, qui serpentent comme des cicatrices. Là, on ne rêve pas seulement d'aller quelque part, on rêve d'y aller plus vite que les autres. Et ce rêve-là a un nom, Jean Rédélé. Rédélé n'est pas un aristocrate de l'automobile. Il n'est pas né dans une dynastie de constructeurs. Il est concessionnaire Renault à Dieppe, une ville qui connaît le sel, le vent, et cette forme de détermination qu'on trouve chez ceux qui vivent face à la mer. Son quotidien, c'est vendre des Renault, des voitures honnêtes, rationnelles. Mais lui, il a un problème, il s'ennuie. Et l'ennui, chez certains, devient une maladie. Chez d'autres, il devient un moteur. Rédélé comprend quelque chose avant beaucoup de monde. Une petite voiture peut devenir une arme, si elle est légère, agile et pensée pour le terrain réel. Pas les lignes droites des brochures, non, le vrai terrain. Route bombée, virages sales, nuit glaciale, gravillon qui transforme chaque freinage en prière. À cette époque, la compétition automobile n'est pas encore ce cirque ultra financé que l'on connaît aujourd'hui. Il y a de la passion, du bricolage, des garages qui sentent la tôle et l'audace. Les rallyes sont des épopées. On part tôt, on finit tard, on se perd, on répare au bord de la route, on mange n'importe quoi, on dort mal. Et surtout, on prend des risques. Pas des risques théoriques, des risques physiques. C'est brutal, parfois grotesque, souvent magnifique. Rédélé commence à engager des Renault dans des rallyes, des Renault modestes. Et pourtant, il gagne. Ou plutôt, il surprend. Parce qu'on ne s'attend pas à voir un concessionnaire de Dieppe jouer dans la cour des grands. Mais il y a un détail essentiel. Il ne cherche pas à battre les autres avec plus de puissance. Il cherche à les battre avec moins. Moins de poids, moins d'inertie, moins de compromis. Une philosophie presque insultante.
comme si vous arriviez à un duel avec un couteau de cuisine, et que vous repartiez avec l'épée de l'adversaire. Au fil des victoires et des kilomètres, une idée s'installe. Pourquoi continuer à courir avec une voiture conçue pour la route, puis adaptée pour la course, quand on peut créer une voiture pensée dès le départ pour l'efficacité? Une voiture qui ne joue pas au sport, mais qui est le sport. Sauf que voilà, la France des années 60 n'est pas l'Italie. Elle n'a pas la même industrie du prestige automobile. Elle a des marques puissantes, oui, mais plutôt orientées vers la production de masse. Les sportives existent, mais elles sont rares, souvent chères, parfois fragiles. Et dans ce paysage, une petite structure comme Alpine, parce qu'Alpine, à ce stade, c'est encore une idée qui prend forme, doit trouver sa place. Le besoin qui va faire naître l'A110, c'est donc un besoin à triple détente. D'abord, le besoin de réputation. À Dieppe, on veut prouver qu'on peut faire plus que vendre des voitures. On veut créer, marquer, laisser une trace. Ensuite, le besoin de performance réaliste. Pas une performance de salon, mais une performance de route. Une voiture capable de se battre là où la France se reconnaît. Sur ses routes de campagne, ses cols, ses virages serrés. Là où l'agilité compte plus que la brutalité. Enfin, et c'est le plus humain, le besoin de rêve accessible. Parce que la Ferrari, la Jaguar ou la Porsche font rêver, mais elles restent loin, presque irréelles pour la plupart des Français. Or, l'Alpine va promettre autre chose. Un rêve bleu, oui, mais un rêve à taille humaine. Un rêve qu'on peut toucher, conduire, sentir, même si on a encore l'odeur de l'atelier sur les mains. Le nom Alpine n'est pas une décoration, c'est une promesse de relief, de neige, d'altitude. C'est une promesse de route qui monte, de moteur qui respire court, de pneus qui crient dans les épingles. Et au centre de cette promesse, il y a une silhouette qui va devenir une obsession nationale, la berlinette. Mais avant d'être une icône, il faut être une réponse. Et la question de départ est simple. Comment construire une voiture de sport quand on n'a ni les moyens d'un grand constructeur, ni le droit à l'erreur? La solution va paraître presque choquante aujourd'hui. On va voler du temps au temps. On va récupérer, emprunter, détourner. On va prendre des mécaniques Renault, fiables, disponibles, et les transformer en cœur de sportive. Certains puristes crient au sacrilège, comme si une voiture devait naître noble pour être noble. Mais la France, elle, comprend instinctivement cette logique. Faire beaucoup avec peu, c'est presque un sport national. Et c'est là que l'histoire devient délicieusement ambiguë, parce que l'Alpine A110 est romantique, mais elle est aussi opportuniste. Elle est élégante, mais elle vient d'un atelier où l'on fait des choix pragmatiques. Elle est pure, mais elle est construite à partir d'organes empruntés. En clair, elle est magnifique et un peu sale dans sa manière de naître. Et ce mélange-là, ce contraste-là, c'est exactement ce qui la rend fascinante. Imaginez la scène. D'un côté, les grands constructeurs, leurs bureaux, leur budget, leur chaîne de production. De l'autre, une équipe qui pense d'abord comme des coureurs. Des gens pour qui une voiture n'est pas un produit. C'est une arme, une extension du corps. Une solution à un problème très concret. Comment passer plus vite qu'hier dans ce virage qui vous a déjà fait peur? Ce besoin, il n'est pas abstrait. Il se lit dans la géographie. La France n'est pas plate. Elle est faite de reliefs, de régions, de routes secondaires qui racontent une autre histoire que celle des autoroutes. La voiture française iconique n'est pas seulement celle qui va vite en ligne droite. C'est celle qui danse, qui glisse juste assez, qui se faufile comme un mensonge crédible entre deux arbres, sans vous tuer, tout en vous donnant l'impression que vous pourriez mourir. Et la berlinette répond précisément à ça. Petite, basse, compacte, presque insolente. Elle n'a pas l'arrogance des voitures qui crient leur prix. Elle a l'arrogance des choses efficaces. D'ailleurs, au début, beaucoup ne la prennent pas au sérieux. Une petite auto, légère, avec des bases Renault, face à des machines plus puissantes. Ça ressemble à une blague française peut-être, sauf que la blague va devenir un cauchemar pour ses adversaires. Mais avant de devenir ce cauchemar, Alpine doit résoudre un autre problème. Convaincre. Convaincre Renault, convaincre les clients, convaincre la compétition, convaincre même la logique industrielle, parce qu'une sportive, ça coûte cher à développer. Et à Dieppe, on n'a pas le luxe d'un échec. Chaque décision compte.
chaque kilo compte, chaque franc compte. Et c'est là qu'on commence à sentir la tension monter, parce que l'idée est belle, mais la réalité est brutale. Pour donner naissance à la 110, il faut faire entrer un rêve dans un atelier, puis faire tenir ce rêve sur un châssis, puis le vendre à des gens qui ne savent pas encore qu'ils en ont besoin. La France des années 60 est prête à aimer une icône, mais elle n'est pas encore prête à croire qu'une icône puisse sortir d'un port normand, fabriqué à Dieppe, avec des pièces Renault et une carrosserie qui, au toucher, ne sonne pas comme de la tôle mais comme autre chose, presque comme un instrument de musique, presque comme un mensonge. C'est exactement à cet instant que l'histoire peut basculer dans deux directions. Soit Alpine reste un petit rêve artisanal, une note de bas de page pour passionnés, soit Alpine crée une voiture qui va imprimer son nom dans la mémoire collective française. Pas grâce au luxe, mais grâce à la victoire. Et la vérité, c'est qu'à Dieppe, on a déjà choisi, sans tambour, sans discours. On a choisi la deuxième option. On a choisi de mettre la France dans un virage, et de voir si elle tient, parce qu'un détail change tout. Jean Rédélé ne veut pas seulement fabriquer une voiture, il veut fabriquer une légende, et les légendes ne naissent pas dans le confort. Elles naissent dans le risque, dans l'obsession, parfois même dans une forme de petite cruauté mécanique. Cette cruauté qui vous fait sacrifier la facilité, l'insonorisation, le compromis, juste pour gagner 2 secondes sur une route de montagne. Alors l'Alpine A110 n'apparaît pas comme une nouveauté, elle apparaît comme une réponse à une humiliation. Celle d'être petit, d'être loin, d'être ignoré, et de refuser de l'accepter. Et pendant que la France continue de s'équiper de voitures raisonnables, pendant que les familles chargent les valises, quelque chose se prépare dans l'ombre, une petite berlinette qui, bientôt, fera paraître les géants lourds, maladroits, presque ridicules. Parce que dans la tête de ceux qui la conçoivent, l'A110 n'est pas une voiture, c'est une déclaration de guerre, écrite en bleu. À Dieppe, la mère ne se contente pas de faire du bruit. Elle vous apprend une règle simple. Si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous ne partez jamais. Et pour créer l'Alpine A110, il fallait partir avec une météo intérieure franchement mauvaise. Peu d'argent, peu de temps, beaucoup. D'ego en face, et cette petite voix qui dit « Tu vas te ridiculiser ». Le premier vrai défi n'était pas de dessiner une belle voiture. Le défi, c'était de fabriquer une voiture possible. Une voiture que des mains humaines, dans un atelier qui n'avait rien d'une cathédrale industrielle, pouvaient réellement sortir, régler, livrer et surtout réparer. Parce qu'une sportive qui casse et qu'on ne peut pas sauver, ce n'est pas une sportive. C'est une jolie tombe. Dans l'univers de Rédélé, la performance ne commence pas au moteur. Elle commence au poids. Le poids, c'est l'ennemi invisible. Il ne fait pas de bruit, il ne brille pas, mais il vous vole tout. Accélération, freinage, agilité. Et il vous trahit exactement au moment où vous êtes déjà en train de prier dans un virage. Alors Alpine va construire une idée radicale, presque insolente. Prendre une base mécanique Renault, oui, mais la mettre au service d'un corps ultra léger, nerveux, compact, comme un insecte prêt à bondir. Et là, première décision qui choque encore certains aujourd'hui. La carrosserie ne serait pas en acier. Elle serait en polyester, en fibre. Pas parce que c'est exotique ou high-tech pour l'époque. Non, parce que c'est léger. Parce que c'est façonnable. Parce qu'on peut produire sans une armée de presse gigantesque. Parce que ça permet à une petite équipe de jouer au même jeu que les grands. Mais avec une autre règle. La ruse. Vous imaginez la scène. Des hommes en blouse, des moules, de la résine, des odeurs qui collent au palais. Pas le romantisme du cuir et du chrome. Plutôt le parfum chimique d'un laboratoire improvisé. C'est ça, l'un des secrets de l'A110. Elle n'est pas née dans un palais. Elle est née dans une sorte d'alchimie artisanale, où l'on fabrique de la beauté avec des matériaux qui sentent presque l'hôpital. Et puis il y a le châssis, la colonne vertébrale, le point où le rêve se casse. Ou tiens, Alpine ne pouvait pas se permettre un châssis lourd, ni un châssis fragile. Il fallait un compromis brutal, léger mais solide, simple mais précis. On parle ici d'une époque où l'on ne simule pas tout sur ordinateur, où l'aérodynamique se devine autant qu'elle se calcule, où l'on découvre la vérité sur une route réelle. La nuit,
avec des pneus qui hurlent, le processus de création devient un théâtre de tension permanente. Chaque fois qu'on gagne 1 kilo, on risque de perdre en rigidité. Chaque fois qu'on rigidifie, on ajoute de la matière, donc du poids. Chaque fois qu'on rend la voiture plus vive, on la rend potentiellement plus dangereuse. Et la 110, il faut le dire clairement, n'a jamais été une voiture gentille. Elle peut être docile, si vous la respectez, mais si vous la provoquez, elle vous répond comme un animal. Ce qui va accélérer tout, c'est une obsession presque religieuse. La position du moteur, à l'arrière. Cela donne de la traction, de la motricité dans les sorties de virage, une efficacité stupéfiante sur route sinueuse, mais cela donne aussi une personnalité, comment dire, carnivore. Une répartition des masses qui peut vous bénir ou vous punir. Dans les mains d'un pilote, c'est un scalpel. Dans les mains d'un conducteur trop confiant, c'est une blague noire. Et c'est là que le développement de la 110 ressemble à un pacte. On accepte un risque, en échange d'un potentiel immense. On construit une voiture qui a un talent spécial. Transformer un virage en opportunité, à condition de ne pas mentir au volant. La naissance de la 110 n'est pas un moment unique. C'est une série de métamorphoses. Alpine apprend en marchant, comme un boxeur qui ajuste sa garde pendant le combat. Le modèle se précise, évolue, gagne en maturité, mais sans perdre cette nervosité. On parle d'un dessin qui devient plus pur, d'une silhouette qui s'affine, comme si on retirait le superflu au couteau. Et justement, parlons de la silhouette. Parce que le design de la berlinette n'a pas seulement été pensé pour plaire. Il a été pensé pour couper l'air et pour tenir la route. La voiture est basse, comme si elle se cachait du vent. Le capot plonge, le toit est compact, l'arrière est ramassé. Ce n'est pas une voiture qui parade, c'est une voiture qui se faufile. Et quand vous la regardez de face, surtout avec ses 4 optiques sur certaines versions, elle a cette expression étrange. À moitié innocente, à moitié prédatrice, un visage de poupée, avec des dents. Mais l'esthétique n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est d'industrialiser un rêve sans le tuer. Alpine n'a pas la puissance de Renault. Pourtant, Renault est partout dans l'histoire, comme une ombre indispensable, parce que la 110 va vivre grâce à une forme d'intelligence stratégique. Utiliser des éléments Renault pour la mécanique, l'approvisionnement, la fiabilité, et concentrer l'innovation là où Alpine peut faire la différence. Poids, châssis, réglage, philosophie sportive. C'est un mariage de raison, qui devient un roman passionnel. Dans les coulisses, ce mariage n'a rien d'évident. Renault, c'est le grand organisme, les procédures, la prudence. Alpine, c'est l'audace, l'atelier, le pari. Et quand vous avez d'un côté la prudence et de l'autre le pari, vous avez automatiquement des frictions. Imaginez les discussions. C'est trop risqué. Justement, ce n'est pas rentable. Pas encore. Les clients vont se plaindre. Les bons clients vont l'adorer. Et puis, il y a un fait cruel que personne n'aime avouer. Une voiture sportive, si on la rend trop confortable, elle perd son âme. Mais si on la laisse trop brute, elle devient invendable. La 110 doit marcher sur un fil, assez civilisé pour être acheté, assez sauvage pour être désiré. Alors, on travaille sur tout. L'ergonomie, la visibilité, les trains roulants, le freinage, les rapports de boîte, le refroidissement. Et c'est là qu'on voit l'envers du mythe, parce que derrière l'image glamour des rallyes, il y a la réalité. Des heures à chercher une panne qui n'existe que quand le moteur est chaud, des vibrations qui apparaissent à un régime précis, un câble qui s'effiloche au mauvais moment, une durite qui lâche et transforme une victoire possible en vapeur et en juron. Et parfois, il y a des scènes presque grotesques qui font partie de la création. Une voiture sur chandelle, un mécano qui sort, dessous le châssis avec le visage noir, quelqu'un qui crie « Démarre !» et le moteur qui répond par un bruit tellement sec qu'on a l'impression qu'il va s'arracher de ses supports. On coupe, on recommence, on change un réglage minuscule, et soudain, c'est mieux. Pas parfait, mieux. Et dans ce monde-là, mieux est déjà une victoire. Au centre de tout, il y a une décision qui donne à la 110 son destin. Chaque version, chaque évolution, doit rester fidèle à l'idée initiale. Pas de surenchère inutile, pas de gigantisme, pas d'embonpoint. Mais voilà le twist.
Plus Alpine devient connue, plus la tentation de grossir devient dangereuse. Parce que le marché adore les chevaux, les chiffres, les promesses. On veut plus puissant, plus rapide, plus tout. Et l'équipe Alpine doit lutter contre un piège. Si l'on ajoute trop, on trahit ce qui fait la magie. Si l'on ajoute trop de puissance sans maîtriser le reste, on fabrique une bombe instable. Si l'on ajoute trop de confort, on fabrique une A110 qui ressemble à tout le monde. Alors le développement devient une bataille interne. Une bataille contre l'ego des chiffres. Une bataille pour préserver une sensation. Cette sensation, c'est celle d'une voiture qui réagit avant même que vous ayez fini de penser, une voiture qui donne l'impression d'être plus petite que la route, comme si elle pouvait se glisser dans les espaces entre les secondes. Et pour obtenir ça, Alpine ne se contente pas d'assembler, Alpine règle, ajuste, peaufine, les suspensions, la géométrie, les amortisseurs. Tout est une question d'équilibre. L'A110 doit être stable à haute vitesse, mais agile dans les épingles. Elle doit être vive, sans être hystérique. Elle doit accepter les mauvaises routes, sans se tordre comme une canette. Dans un monde idéal, on ferait 100 prototypes. Mais Alpine n'a pas ce luxe. Chaque essai compte double, parfois triple. Chaque pièce ratée coûte du temps et de l'argent. Et c'est là qu'on touche quelque chose de presque moral. L'A110 est né dans un environnement où l'erreur ne pardonne pas. Cette pression imprime une forme de précision, pas la précision luxueuse des grands, mais la précision nerveuse de ceux qui n'ont pas le droit au gaspillage. Un autre détail est souvent sous-estimé. La manière dont l'A110 est pensée pour la compétition et la route, on ne construit pas deux voitures séparées. On construit une base cohérente, et on adapte. Cela crée une proximité rare entre la voiture du pilote et celle du client passionné. Le client a l'impression d'acheter un morceau de rallye, pas une imitation, une parenté réelle. Et c'est ici que l'histoire devient presque cinématographique. Dans l'atelier, une berlinette destinée à un client peut côtoyer une berlinette préparée pour une épreuve, et vous pouvez sentir la frontière fine entre voiture de route et machine de course. Ce n'est pas un mur, c'est un rideau. Et parfois, le rideau se déchire. Parce que dans cette époque, la sécurité n'est pas le mot roi. On parle de harnais, de cage, de casque, oui. Mais l'automobile est encore un territoire où l'on accepte une part de danger comme un impôt implicite. Et l'A110, légère, rapide, nerveuse, peut être magnifique et impitoyable. Les ingénieurs, les mécaniciens, les pilotes le savent. Ils développent la voiture avec une conscience aiguë. Chaque amélioration de performance peut augmenter le risque. Chaque gain de vitesse sur un col peut se payer en sueur froide. Et pourtant, ils continuent. Parce que l'objectif n'est pas seulement de fabriquer une voiture, l'objectif, c'est de fabriquer une voiture qui gagne. Et voilà une autre vérité. L'A110 a été conçu avec la victoire comme boussole, pas comme un bonus marketing, comme un principe. Alors on affine l'aérodynamique, on travaille la stabilité, on réfléchit à la répartition des masses, on cherche ce comportement qui fait qu'une voiture pivote juste comme il faut, et dans ce travail-là, il y a une part d'art. Un art qui ne se raconte pas bien avec des mots, mais qu'on peut presque entendre, le son d'un moteur qui monte proprement, le claquement d'une boîte, le frottement d'un pneu qui accroche, puis ce silence court entre deux virages, comme une respiration. À mesure que l'A110 se précise, elle devient quelque chose de plus dangereux pour ses adversaires. Une voiture qui n'a pas besoin d'écraser les autres par la puissance brute. Elle les détruit par le rythme. Elle les force à commettre des erreurs. Elle les pousse à surconduire. Elle les humilie dans les virages, là où l'ego est fragile. Mais avant de pouvoir humilier qui que ce soit, Alpine doit faire sortir l'A110 de l'atelier et la faire exister comme produit, et ça, c'est un autre combat. Parce qu'une voiture artisanale doit être assez consistante pour ne pas devenir une loterie. Le client ne doit pas avoir l'impression d'acheter un prototype capricieux. Il doit sentir une identité, une qualité, un sérieux, tout en acceptant que c'est une machine plus vivante, plus sensible qu'une voiture de grande série. Alors on structure, on organise, on apprend à répéter sans perdre l'âme. C'est l'un des paradoxes les plus difficiles. Comment industrialiser un objet passionnel sans le transformer en objet froid? Et pendant que ces questions brûlent dans l'atelier, une autre tension monte en coulisses. La compétition ne vous attend pas. Les adversaires progressent,
Les règlements évoluent. Les attentes du public changent. Si Alpine se rate, même une seule saison, la légende peut mourir avant de naître. Ce qui va sauver la 110, c'est une forme de cohérence obsessionnelle. Une fidélité à l'idée de base, combinée à une capacité d'évolution intelligente. On ne change pas pour changer. On change pour gagner. On change parce que la route vous a parlé, parce qu'un col vous a giflé, parce qu'un rallye vous a montré un défaut. Et au milieu de tout ça, il y a un dernier twist, plus subtil. La 110 n'a pas été inventée par un seul génie isolé. Elle est le produit d'un écosystème. Des pilotes qui remontent des sensations, des mécaniciens qui traduisent ces sensations en réglages, des ingénieurs qui transforment des contraintes en solutions et un patron qui sait reconnaître l'essentiel. C'est une légende collective, née dans le bruit des outils et le froid des matins de départ. Et maintenant, imaginez le moment où la berlinette est prête à sortir vraiment, à se présenter au monde. Elle est belle, oui, mais surtout, elle est différente. Elle a cette aura étrange des objets qui ne ressemblent pas à des compromis. Elle ressemble à une intention pure, sauf qu'une intention pure, sur un marché, c'est une provocation, et c'est précisément cette provocation qui va déclencher le prochain acte. La rencontre avec le public, avec les journalistes, avec les concurrents, et avec la réalité brutale des routes, des rallyes, des accidents, des victoires, là où une voiture cesse d'être une création, pour devenir un mythe ou un fiasco. Le jour où l'Alpine A110 quitte vraiment l'ombre des ateliers, elle fait un bruit particulier, pas seulement le bruit du moteur, le bruit social, celui d'un objet qui arrive sur un marché comme une rumeur vivante. On ne sait pas encore si c'est un miracle ou une folie, mais on sent déjà que ce n'est pas juste une voiture. Elle a cette présence des choses trop légères pour être honnête, trop compacte pour être raisonnable, trop belle pour être pratique. Et le marché, lui, a une façon cruelle d'accueillir les rêveurs. Il commence toujours par sourire, puis il demande l'addition. Au début, les gens regardent la berlinette comme on regarde un tour de magie. Ils tournent autour, ils s'accroupissent, ils cherchent l'arnaque. Parce que la 110, dans une France habituée à des silhouettes plus sages, ressemble à un mensonge bleu posé sur 4 roues. Elle est basse, étroite, presque intimidante par sa simplicité. Et quand on ouvre une porte, on ne trouve pas un salon. On trouve un cockpit, quelque chose de plus proche du vêtement que du mobilier. Les premiers clients ne sont pas des consommateurs. Ce sont des croyants. Des gens qui veulent sentir la route dans la colonne vertébrale. Des gens qui acceptent de se salir les mains, de tolérer une ergonomie parfois imparfaite, de vivre avec une voiture qui vous parle, parfois en criant. La berlinette se vend alors comme se transmet une information confidentielle. Pas par publicité gigantesque, par bouche à oreille, par club, par paddock, par garage. Et plus on la voit, plus une question devient dangereuse pour la concurrence. Comment une chose aussi petite peut-elle paraître aussi sérieuse? La réponse est simple, parce qu'elle n'a pas été conçue pour séduire. Elle a été conçue pour gagner, et ça, même les non-spécialistes le sentent. On peut tromper quelqu'un avec du chrome, avec du cuir, avec du marketing, mais on ne peut pas imiter cette posture-là, celle d'une voiture qui semble prête à bondir même à l'arrêt. Puis arrivent les essais, les journalistes, les comparaisons, les premières histoires publiques, et là, un phénomène commence. L'Alpine A110 divise. Certains la trouvent trop spartiate, trop brute, trop spéciale. D'autres ont le regard de ceux qui viennent de comprendre qu'ils n'avaient jamais vraiment conduit. Parce que conduire une A110, surtout à l'époque, c'est accepter un pacte sensoriel, tout est proche. La route est proche, le volant est direct, les réactions sont immédiates. Vous n'êtes pas dans une voiture, vous êtes dans une décision, et cette décision peut être grisante ou terrifiante. Dans les ruelles, elle attire comme un bijou rare. Sur autoroute, elle semble plus petite que les camions, presque fragile. Mais dès que la route se replie, dès que le bitume se tord et grimpe, la 110 change de statut. Elle cesse d'être une petite sportive exotique. Elle devient une prédatrice. Et c'est là que l'exploitation quotidienne de la 110 devient une légende à part entière, parfois glorieuse, parfois franchement sale. Parce qu'une berlinette, ce n'est pas une voiture qu'on possède, comme on possède un meuble. C'est une voiture qui vous demande une relation, il faut l'écouter. Il faut comprendre sa température, ses humeurs, son freinage,
sa motricité. Il faut apprendre à lire ces micro-signes. Un bruit, une vibration, une odeur d'huile chaude, elle parle, tout le temps. Et celui qui ne veut pas entendre finit par apprendre à l'hôpital ou au fossé. Oui, il y a un côté répulsif, et c'est précisément ce qui rend l'histoire captivante. L'Alpine A110 n'a pas été aimée parce qu'elle était confortable. Elle a été aimée parce qu'elle était exigeante, presque cruelle. Une voiture qui sélectionne ses amis. Sur route mouillée, elle peut devenir une maîtresse capricieuse. Sur route sèche, elle peut vous donner l'impression d'avoir trouvé un raccourci vers l'impossible. Et c'est cette dualité qui construit sa réputation. Ce n'est pas une sportive facile qui flatte n'importe qui. C'est une sportive qui récompense la précision et punit l'orgueil. Et pendant que les clients apprennent à vivre avec elle, à se faufiler dans la circulation, à gérer des démarrages parfois nerveux, à accepter le bruit, la chaleur, l'absence de certains conforts, Alpine, elle, fait quelque chose d'encore plus important. Elle transforme la berlinette en symbole public par la compétition. La compétition, pour l'A110, ce n'est pas une vitrine. C'est un habitat naturel. Sur les rallyes, l'Alpine se met à apparaître comme une anomalie qui devient logique. Elle est légère, agile, compacte, capable de se jeter dans les épingles, de mordre les sorties de virage, de flotter sur les routes dégradées avec une efficacité presque insultante. Là où des voitures plus puissantes se battent contre leur propre masse, l'A110 danse. Mais attention, ne romantisons pas trop vite. Derrière cette danse, il y a des nuits de stress, des mécanos qui n'ont pas dormi, des mains qui tremblent de froid, des vis qu'on serre trop fort, des pneus qu'on change en urgence, des pièces qu'on improvise. Il y a aussi la peur, une vraie peur, physique. La peur de la sortie de route, la peur du ravin, la peur de l'arbre qui ne pardonne pas. Et c'est là que la berlinette devient sale, dans le bon sens du terme. Elle devient une voiture couverte de boue, de neige, de poussière, de sang parfois, de sueur souvent. Une voiture qui ne raconte pas un conte de fées, mais une bataille. Le public, lui, adore ça. Parce que la France se reconnaît dans ce type de victoire. Pas la victoire du plus riche, mais la victoire du plus malin. Pas la victoire de la force brute, mais celle du rythme, de la légèreté, de l'attaque. Et plus l'Alpine gagne, plus elle change la façon dont on la regarde sur la route. Elle n'est plus seulement une petite sportive, elle devient un talisman national. La berlinette bleue commence à porter une idée. L'idée qu'un petit constructeur français peut ridiculiser des marques plus grosses, plus puissantes, plus prestigieuses. Cette idée est addictive. Et voici l'un des twists les plus délicieux de l'histoire. À mesure que l'Alpine devient célèbre, elle cesse d'être seulement une voiture pour les initiés. Elle devient une voiture que les gens veulent pour ce qu'elle représente, même s'ils ne savent pas la conduire. C'est là que naît une tension dramatique. Parce que l'A110, en devenant désirable, se retrouve dans des mains qui n'ont pas toujours le niveau, ni l'humilité, et une berlinette sans humilité autour, c'est un drame en attente. On commence à entendre des histoires. Le type qui sort du restaurant en se croyant pilote, qui met trop de gaz, qui se fait surprendre, qui finit dans un fossé. Le gars qui achète l'Alpine comme on achète un costume cher, puis découvre qu'il faut savoir marcher avec. La berlinette ne pardonne pas les gestes sales, et le marché, lui, s'en moque. Plus il y a d'histoires, plus le mythe grossit, car une légende automobile ne se nourrit pas seulement de victoires, elle se nourrit de récits, de frayeurs, de scandales, de détails qui sentent la gomme brûlée. Et justement, parlons d'un détail sensoriel qui colle à l'A110 comme une signature. L'odeur. Ceux qui ont roulé fort dans une berlinette se souviennent de cette odeur chaude, mélange d'huile, de résine, de poussière chauffée, parfois de frein. Une odeur pas très noble. Une odeur de machine qui travaille, c'est presque répugnant. Et c'est précisément ce qui rend l'expérience vraie. Ce n'est pas une voiture parfumée, c'est une voiture vivante. La célébrité de l'A110 se construit aussi sur un paradoxe. Elle paraît fragile, mais elle encaisse. Son corps léger ne dit pas sa résistance. Sa petite taille ne dit pas sa violence. Et sur les rallyes, elle se comporte comme si elle avait été dessinée par la route elle-même. Le public voit des images, des berlinettes qui sautent, qui glissent, qui prennent des virages à une vitesse absurde,
qui traverse, des villages comme une flèche bleue, et dans l'imaginaire français, une association se crée. L'Alpine, c'est la France qui attaque. La France qui ose. À ce moment-là, la berlinette devient plus qu'un produit. Elle devient un personnage, et comme tout personnage fascinant, elle a un défaut fatal. Elle rend arrogant. Les pilotes la poussent, les amateurs l'imitent, les adversaires la craignent. Et dans cet écosystème, un autre twist surgit. Certains concurrents, en voyant l'Alpine gagner, changent leur façon de concevoir la performance. Ils comprennent qu'on peut gagner autrement, qu'on peut battre plus puissant avec plus léger, qu'on peut transformer un handicap en stratégie. L'A110 ne se contente pas de gagner. Elle force les autres à réfléchir. Sur le marché, cela se traduit par une aura grandissante. Une Alpine devant un café, c'est un aimant. Les gens s'approchent, posent des questions, racontent des anecdotes, mentent un peu. Moi, j'en ai vu une doubler une Porsche. Même ceux qui n'y connaissent rien sentent qu'il se passe quelque chose, que ce n'est pas juste un objet de transport, c'est un objet de récit. Mais tout cela a un coût, et il est important de le dire pour ne pas transformer l'histoire en carte postale. Le coût, c'est l'usure mécanique, l'usure du corps. La berlinette, exploitée fort, demande de l'entretien, de l'attention. Les longs trajets peuvent être bruyants, fatigants. Les vibrations, la position, la chaleur, tout rappelle que cette voiture est née d'une logique sportive. Et dans une époque où la voiture devient de plus en plus un espace de confort, l'A110 reste un peu à part, un peu anachronique. Et c'est exactement ce que certains adorent. Elle résiste à la domestication. Ce qui la rend plus mythique encore, c'est sa capacité à transformer un conducteur en acteur. Vous ne roulez pas simplement, vous jouez quelque chose. Vous jouez le rôle de celui qui refuse l'ennui, puis la renommée grandit au point où l'Alpine devient, pour une partie du public, une forme de drapeau, et un drapeau, ça attire aussi des tensions industrielles, des envies de contrôle, des enjeux plus grands que l'atelier. Parce qu'à ce stade, l'Alpine n'est plus un caprice local, elle devient une valeur d'image. Et quand une voiture devient une valeur d'image, le monde autour change. Les décisions ne sont plus seulement guidées par la passion, mais aussi par la stratégie, par la gestion, par la nécessité d'exister à long terme, et c'est là que l'histoire se charge d'une inquiétude sourde. Comment garder l'âme quand on devient important? Comment rester léger quand la célébrité vous alourdit? Comment rester artisanal quand le monde vous regarde? L'A110 continue pourtant de nourrir sa légende sur le terrain le plus brut, les routes et les épreuves. Et il y a un moment où l'image se fixe dans la mémoire collective. La berlinette bleue, dans la neige, dans la nuit, phares allumés, et voiture un peu de travers, pilote concentré, foule serrée au bord de la route, et cette impression que la France entière retient son souffle, on ne regarde plus une voiture, on regarde une scène. Et dans cette scène, le twist final de cette partie apparaît. L'A110 devient célèbre non seulement parce qu'elle gagne, mais parce qu'elle incarne une forme de beauté dangereuse, une beauté qui n'est pas aseptisée, une beauté qui sent l'essence, une beauté qui peut vous dégoûter un peu, parce qu'elle vous rappelle que la vitesse, la vraie, n'est pas propre. Elle se paie, elle se salit, elle use. C'est ce mélange de glamour et de brutalité qui fait que la France la qualifie de culte. Parce que la France aime les objets qui ont une âme, même si cette âme a des angles, des défauts, des blessures, et au moment où la berlinette atteint ce statut, une nouvelle question surgit, plus grande que le marché et plus grande que le rallye. Qu'est-ce que l'Alpine A110 a changé, au-delà de ses victoires? Qu'a-t-elle laissé dans l'industrie, dans la culture, dans la manière même de penser une voiture sportive française? Parce qu'une icône ne se résume pas à ses trophées. Elle se mesure à ce qu'elle transforme autour d'elle, et à ce qu'elle continue de hanter longtemps après que les moteurs se sont tus. Quand une voiture devient culte, elle cesse d'être seulement une machine. Elle devient un réflexe, une silhouette qui revient dans la tête des gens sans qu'ils l'appellent, une couleur qui suffit à déclencher un sourire, un nom qui fait naître un débat, parfois une dispute, souvent une nostalgie, et l'Alpine A110 classique, celle des années 60 et 70, a fait quelque chose de rarissime. Elle a réussi à entrer dans la mémoire française comme une preuve, la preuve qu'on peut gagner sans être le plus gros, la preuve qu'on peut être beau sans être prétentieux,
la preuve qu'un atelier au bord de la mer peut fabriquer un mythe mondial. Mais le plus fascinant, c'est que son héritage n'est pas un simple album photo. C'est une empreinte technique, culturelle, presque psychologique. Parce que la 110 a changé la manière dont la France imagine la performance automobile, elle a déplacé le centre de gravité du rêve. Avant elle, le rêve sportif était souvent un rêve importé. Italien, allemand, anglais. Après elle, il devient possible de rêver français sans se sentir inférieur. Et ce changement-là, même s'il est difficile à chiffrer, a été explosif. L'un des apports majeurs de la berlinette, c'est d'avoir popularisé une idée qui aujourd'hui paraît évidente, mais qui à l'époque était presque une hérésie commerciale. La légèreté comme puissance, pas la puissance au sens de chevaux affichés, mais la puissance au sens d'efficacité totale. Dans l'industrie, beaucoup construisaient des voitures sportives, comme on construit des arguments. Plus gros moteur, plus de cylindres, plus de vitesse de pointe. Alpine arrive et dit, en substance, et si on gagnait autrement? Ce « autrement » a des conséquences énormes, parce qu'il oblige à repenser la chaîne complète. Châssis, suspension, frein, pneus, ergonomie, comportement. Une voiture légère n'est pas seulement une voiture plus rapide. C'est une voiture qui change la relation au conducteur. Elle devient plus intime, plus directe, plus exigeante. Elle ressemble moins à un salon roulant, et plus à un outil. Et la 110 ne s'est pas contentée de proposer cette idée. Elle l'a prouvé. En situation réelle, dans la boue, la neige, la nuit, c'est là sa force historique. Elle n'a pas convaincu par discours, elle a convaincu par résultats visibles, et dans le monde automobile, rien n'est plus contagieux qu'une preuve qui humilie. Car il faut le dire, ce qui rend l'héritage d'une voiture culte, ce n'est pas seulement qu'elle a gagné, c'est qu'elle a fait perdre les autres d'une manière mémorable. Elle a mis des marques, des équipes, des pilotes face à une vérité vexante. On peut avoir plus et être moins bon. Cette humiliation productive a inspiré, elle a poussé d'autres constructeurs à revoir leurs priorités. Elle a renforcé l'idée que la performance n'est pas qu'une affaire de puissance brute, mais d'équilibre, de motricité, de comportement. La 110 a participé à écrire cette leçon en lettres bleues. Deuxième héritage, la relation entre une grande marque et un petit constructeur à la française. L'histoire Alpine-Renault a montré qu'un grand industriel pouvait, quand il le voulait, nourrir une structure plus agile sans l'étouffer complètement. C'est un modèle ambigu, parfois conflictuel, mais incroyablement fertile. Sans l'appui et les organes Renault, Alpine n'aurait pas pu exister à ce niveau. Sans l'esprit Alpine, Renault n'aurait pas eu ce type de mythe sportif aussi pur à brandir. Cette tension a été une énergie, et cette énergie a eu un effet concret. Elle a fixé Dieppe comme un lieu sacré de la performance française. Un lieu qui n'est pas une capitale glamour. Un lieu qui a l'air trop simple pour produire du rêve. Et pourtant, c'est précisément cette contradiction qui nourrit le culte. L'idée que la magie peut surgir d'un endroit qui ne prétend pas être magique. Troisième héritage, le style. Pas seulement le style esthétique, mais le style de conduite, le style d'attitude. La berlinette a imposé une silhouette devenue archétype, compacte, basse, avec ce mélange d'élégance et d'agressivité contenue. Elle n'a pas besoin de muscles visibles. Elle suggère. Elle n'a pas besoin d'ailerons ostentatoires. Elle paraît déjà rapide. Dans l'imaginaire français, cette forme est devenue un symbole de sportivité intelligente, une sportivité qui ne fait pas trop de bruit, mais qui sait mordre. Et là, un twist culturel s'est produit. L'Alpine a rendu glamour quelque chose de paradoxalement modeste. Elle a rendu désirable une voiture qui, objectivement, n'était pas un palace sur roue. Elle était bruyante, parfois chaude, parfois spartiate, mais elle offrait autre chose. Le sentiment d'appartenir à une lignée, à une tribu, à une culture du pilotage. En France, l'automobile a toujours été liée à la société. La voiture n'est pas seulement un véhicule, c'est un langage social. Et la 110 a inventé une phrase nouvelle. Je ne veux pas seulement arriver, je veux ressentir. Ce que l'Alpine a apporté à l'industrie, c'est donc aussi une pédagogie de l'émotion. Elle a appris à une génération que le plaisir ne se mesure pas en options, mais en sensations. Que la route peut être un instrument, et la voiture, un archet. Que le conducteur n'est pas un passager amélioré, mais un acteur.
Et c'est là qu'on touche à la dimension presque culte au sens religieux. L'A110 a créé des fidèles, parce qu'elle leur a offert une expérience presque initiatique. Beaucoup de propriétaires racontent la première sortie comme une révélation. On se sent petit, puis on se sent fort, puis on se sent humble à nouveau. La voiture vous élève, puis vous remet à votre place. C'est une dynamique émotionnelle puissante, quasi addictive. Mais l'héritage, ce n'est pas seulement le romantisme, il y a une part sombre. Une part qui fait justement partie du mythe, parce que l'A110, en poussant les limites, a aussi participé à une époque où le danger était normalisé, les rallyes étaient plus sauvages, les protections moins modernes, la route plus ouverte. Il y a eu des accidents, des drames, des moments où le public a compris que la beauté de la vitesse a une face hideuse. Cette face hideuse, elle colle à l'histoire comme une ombre. L'odeur de carburant, le métal tordu, les sirènes, ce n'est pas confortable d'en parler. Et pourtant, une légende sans ombre est une publicité, pas une légende. Ce mélange de lumière et de noirceur est précisément ce qui rend l'Alpine si française. La célébration du panache, avec la conscience du prix. Et maintenant, regardons ce que l'A110 a laissé derrière elle, au-delà de son époque. Parce qu'un héritage se mesure aussi à ce qui revient, le nom Alpine, longtemps, a gardé une aura spéciale. Même quand les années passent, même quand le marché change, même quand les goûts évoluent, Alpine reste associé à quelque chose de précis, une sportivité de précision, une légèreté, une pureté. C'est une signature. Et cette signature a fini par rejaillir dans la culture populaire. Les photos d'archives, les affiches de rallye, les récits de pilotes, les miniatures, les clubs, les rassemblements, la berlinette devient un objet de mémoire, un objet qu'on restaure, qu'on protège, qu'on raconte. Mais attention, la restauration elle-même révèle un autre twist. Plus dérangeant, restaurer une A110, ce n'est pas seulement remettre à neuf, c'est parfois exhumer, retrouver des couches de vie, de la poussière qui n'est pas seulement de la poussière, mais un mélange de route, d'histoire, de sueur et de temps. Quand on démonte une berlinette ancienne, on découvre des traces, une réparation ancienne, une pièce remplacée après une sortie de route, une patte bricolée. L'objet culte n'est pas pur, il a vécu, il a été blessé, il a été sauvé, et c'est ça qui le rend si attachant. Il n'est pas un produit parfait, il est un survivant. Sur le plan industriel, la leçon alpine a également nourri une idée devenue centrale dans les sportives modernes. L'importance du ressenti, du feedback, de la connexion conducteur-machine. Aujourd'hui, beaucoup de voitures sont rapides, mais peu sont vivantes. L'A110, elle, a placé la vie au centre, et cette priorité est devenue un argument culturel. On ne veut pas seulement une voiture qui gagne des secondes, on veut une voiture qui donne des frissons. Dans la conscience française, l'A110 symbolise donc une époque où l'on pouvait encore croire qu'un homme, une équipe, une idée, pouvait faire basculer le rapport de force, une époque où l'on sentait que la route n'était pas seulement un réseau, mais un terrain d'aventure. Et cette nostalgie n'est pas passive, elle est active. Elle pousse les gens à se réunir, à raconter, à transmettre. Pourquoi est-elle culte en France, précisément? Parce qu'elle rassemble plusieurs passions françaises en un seul objet. Le goût du style sans ostentation. Elle est belle, mais elle ne crie pas. Le goût de l'ingéniosité. Faire plus avec moins. Transformer une contrainte en avantage. Le goût de la compétition comme théâtre. La France aime les histoires de panache, de défis, de victoires contre les pronostics. Et enfin, le goût du risque contrôlé. Cette sensation de flirt avec la limite, mais avec intelligence, pas avec brutalité. L'A110 est culte parce qu'elle raconte une France qui ne veut pas seulement consommer la performance, mais la fabriquer, la comprendre, la sentir. Et c'est là que l'histoire boucle, sans faire de conclusion plate. La berlinette est devenue un miroir. Elle reflète une forme d'identité française, une identité qui préfère l'élégance efficace au pouvoir ostentatoire, la ruse aux muscles, la danse à l'écrasement. Quand on voit une A110 classique aujourd'hui, on ne voit pas seulement une voiture de 1961-1977, on voit une époque qui continue de courir dans la tête des gens, on voit une promesse, celle qu'un objet peut être à la fois beau et dangereux,
léger et sérieux, artisanal et mythique. Et si je reviens à ce garage humide près de Dieppe, je comprends pourquoi le propriétaire m'avait dit, presque sans émotion, « Ce petit truc-là a humilié des géants. » Parce qu'une Alpine A110 classique, au fond, c'est ça, un petit truc, qui a laissé une grande cicatrice dans l'orgueil des autres et une grande lumière dans la mémoire des Français.